car les frontières, c'est fait pour ça. Avec des batailles considérables entre frontières, service maintenance, service fabrication, par exemple. Hein. Des batailles pour dire je vais essayer de récupérer du pouvoir dans l'autre service, ou bien je vais essayer de refiler des tâches que je n'ai pas envie de faire. Des complots florentins pour faire carrière. Et tout ce temps qui est consacré à se battre les uns contre les autres, c'est du temps qui est volé aux clients. Car ce temps, c'est de l'argent, et cet argent-là, ça va bien se retrouver dans les prix de revient. Alors de deux choses l'une, ou bien on est libre de la fixation de ces prix de vente, et alors là, on va essayer de répercuter ce surcoût de prix de revient dans les prix de vente, et on vole le client. Ou bien on n'a pas le choix, il y a un prix de marché. Et alors, on va être obligé de garder dans ces prix de revient ces surcoûts. Et qui va-t-on voler? Les actionnaires qu'on aurait pu rémunérer, l'entreprise qui aurait pu investir, les salariés qu'on aurait pu augmenter. Du vol. Or, je connais quelques très grandes entreprises, pas dans votre pays, mais j'en connais dans mon pays, dans lesquelles la somme d'énergie qui est consacrée à ces complots internes, à ces complots pour faire carrière, à ces batailles entre services, la somme d'énergie qui est consacrée à cela est si grande que pendant 1 ou 2 mois, on pourrait presque se passer de clients, tellement ça occupe notre temps et on travaille comme des chefs. Et même on en ramène le samedi et le dimanche à la maison, et tout ceci ne sert à rien. À rien. La non-qualité est omniprésente, à cause de ces batailles entre services. Et la grande révolution de la qualité totale, c'est qu'on va amener ces services à travailler non pas chacun pour soi, mais chacun au service des autres services, en relation client-fournisseur. Chaque service va essayer de se réunir avec les autres services et avec ces services clients dans l'entreprise et leur dire, dis, de quoi as-tu besoin? Dis ce que je te fournis, est-ce que ça te satisfait? Non, pas du tout. Ah, qu'est-ce qui te satisferait? Je vais te le faire. Et arrêtez de travailler avec une logique technicienne. De même que les entreprises de mon pays, pendant longtemps, ont travaillé avec une logique de produit. Je fais le produit qui me plaît. Confère Renault, au lieu de faire le produit que veut le marché. Arrêtons d'avoir des entreprises qui travaillent, dans lesquelles chaque service travaille au nom de sa propre logique. J'évoque souvent, et certains d'ici que je connais déjà m'ont entendu évoquer cet exemple caricatural de la non-qualité des grands services informatiques centralisés dans les années 75-80 dans nos entreprises, chez nous. Il y avait dans ces grandes entreprises un grand service informatique centralisé, dirigé par un patron de l'informatique, superbe polytechnicien qui est la grande école de mon pays, assisté par des analystes et des programmeurs qui jouaient à l'informatique et qui faisaient de l'informatique et qui crachaient des listings, et ils crachaient des listings, et ils étaient contents. Et pendant ce temps-là, tout le reste de l'entreprise retentissait des plaintes des services utilisateurs qui disaient « Nos poubelles sont trop petites, on ne sait pas où mettre vos listings, de toute façon on s'en fiche éperdument parce qu'on ne les lit jamais, parce qu'on continue à diriger notre service avec notre petit carnet sur lequel il y a nos valeurs d'expérience, vos listings, on n'y comprend rien. » Mais les patrons du service informatique, ils étaient très fiers d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient de la qualité informatique. Est-ce qu'on n'a jamais demandé à un service informatique de faire de la qualité informatique? Bien sûr que non. On demande à un service informatique de faire en sorte que les autres services utilisateurs reçoivent en temps voulu, just in time, en quantité le moins possible et en fiabilité la plus grande possible, les informations dont ils ont besoin, ces services extérieurs, ces services, pour prendre les décisions qui les concernent. Et si c'est avec un boulier qu'on peut obtenir ces informations-là, il faut le faire avec un boulier. On n'a jamais demandé à des services informatiques d'être flamboyants, d'avoir les derniers matériels au goût du jour, d'acheter tous les progiciels du marché. On leur demande surtout de ne pas inonder l'entreprise d'informations inutiles. On leur demande de faire de la qualité totale et donc de se tourner vers les utilisateurs en leur demandant « De quoi as-tu besoin? Je vais te le donner. » Faire tomber les frontières entre les services, passer d'une entreprise verticale à une entreprise transversale. La 7e frontière, la 8e frontière,
c'est la frontière entre les niveaux hiérarchiques. La qualité totale, ça suppose qu'on fasse tomber les frontières entre les niveaux hiérarchiques. Peut-être pas dans votre pays, et je le dis vraiment là sans aucune, je dirais, sans aucune démagogie. C'est beaucoup plus vrai dans mon pays. Si j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le zéro mépris, je fais un petit détour, c'est par clin d'œil avec le zéro défaut. Vous avez tous entendu parler du zéro défaut. Et qu'est-ce que c'est que le zéro défaut? En 1945, le Japon était détruit. Le Japon était cassé et les Américains ont envoyé MacArthur pour relancer le Japon. Et MacArthur leur a dit, écoutez les gars, votre économie est détruite et si vous voulez économiquement vous refaire, eh bien, il va falloir que vous soyez capable d'exporter, parce que votre marché intérieur est un marché qui se porte très très mal. Il va falloir que vous exportiez. Mais pour exporter, il va falloir que vous soyez capable de vous battre contre l'image que vous avez à l'étranger, qui est l'image de fabricants de camelotes, de fabricants de produits très mauvais. C'était ça l'image des produits extérieurs, des produits à l'étranger. Les produits japonais, c'était des montres au kilo, c'était des vélos qui coûtaient pas cher, mais qui coûtaient déjà trop cher parce qu'ils cassaient tout de suite, etc. La qualité militaire du Japon était bonne, parce que quand même, Pearl Harbor, il fallait le faire, hein. Mais la qualité des produits grand public, c'était exécrable. Et alors, MacArthur leur a dit, il va falloir que vous soyez capable donc de vous battre contre votre défaut, contre votre tare national, qui est une certaine incapacité à faire de la qualité manufacturière. Faites du zéro défaut, et tous vos autres talents japonais vont se retrouver valorisés d'autant. Alors je me suis dit, nous en France, c'est quoi notre défaut qu'il faudrait qu'on arrive à corriger pour que tous nos autres talents se trouvent valorisés d'autant? J'ai pas eu à chercher longtemps, ainsi que je vous le disais tout à l'heure, je suis un vagabond du monde, je traîne mes guêtres un peu partout dans le monde, et dans le monde entier, y compris ici, quand j'arrive, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, ah, vous êtes un pays sympathique, ah, vous avez des bonnes technologies, vous avez du bon vin, du bon fromage, une bonne qualité de vie, que sais-je, des bons chanteurs, heureusement. Mais Dieu, que vous êtes méprisant. Suffisant. Alors je me hâte de dire à mes interlocuteurs étrangers, ne croyez pas que nous réservions ça à l'exportation, on est aussi comme ça chez nous, entre nous, c'est partie de notre vie, on est comme ça, hein, suffisant. Alors je me disais, si nous on est capable de faire du zéro mépris, et de vivre d'une façon simple entre nous, et en particulier dans l'entreprise, alors on fera de la qualité totale. Parce que on a cette petite maladie qui consiste à confondre la supériorité hiérarchique et la supériorité sociale. Je suis le chef de mon service, et donc je suis le supérieur hiérarchique de mes adjoints. Et c'est bien, il n'y a rien de grand sans hiérarchie. Toutes les grandes aventures humaines ont supposé de la hiérarchie. Mais chez nous, dans une espèce d'aberration mentale, je crois que le fait d'être le supérieur hiérarchique de mes adjoints entraîne que je suis aussi leur supérieur social. Et parmi les insignes discrets mais visibles, je vais le leur faire sentir. Et paf, voilà la tête de mes adjoints qui se ferme. Voilà des gens qui se courbent. J'avais besoin de leur intelligence et paf, je la ferme. Quand j'ai démarré ma vie professionnelle dans la grande compagnie française Thomson, en 1962, j'en parle avec affection parce que ils ont changé et en bien, et en plus ce sont maintenant parmi mes plus grands clients, donc ils sont remarquables. À la Thomson, en 1962, il fallait dire « Bonjour monsieur l'ingénieur ». Et le gars il répondait « Salut Sériex ». Mais de quel droit? Mais de quel droit? Une entreprise c'est un système économique, c'est pas un système social. C'est pas de la hiérarchie sociale. On est tous à égalité citoyens pour faire du business. Dès que j'étais obligé de dire « Bonjour monsieur l'ingénieur » et que le gars il répondait « Salut Sériex », moi j'étais comme ça courbé, j'avais la bosse de Sganarelle qui me montait sur le dos. Et puis comme je regardais l'ingénieur, monsieur l'ingénieur de haut en bas, monsieur l'ingénieur, comme ça, hein, eh ben, j'étais déjà plus moi-même, j'étais courbé.
il y avait l'oxygène qui m'irriguait plus le cerveau. Est-ce qu'à l'époque, en 62, on avait besoin chez Thomson d'un homme debout, apportant ses idées, s'il en avait, en tout cas essayant d'en avoir? Ou est-ce qu'on avait besoin d'un homme courbé? À l'époque, c'était ce qu'on appelait les 30 glorieuses, ces 30 années merveilleuses de croissance à tout va, qu'a connu tout l'Occident. Et à l'époque, un cadre, c'était suffisant qu'il transmette. Il transmettait. Alors j'ai transmis, puis je suis parti. Mais maintenant, on ne peut plus s'offrir ce luxe. Il y a les Japonais qui attaquent, il y a la mondialisation, il y a les concurrents qui surgissent de partout. Il y a la nécessité de faire de la qualité totale pour le client, parce que le client a l'embarras du choix, et si on ne lui fait pas de la qualité totale, il s'en va. Donc on a besoin d'avoir des salariés qui apportent leur intelligence. On ne peut plus s'offrir le luxe d'avoir des gens courbés. Or, un petit sondage qui a été fait par IBM en octobre 89, classant 25 pays par ordre de pesanteur hiérarchique croissante, c'est-à-dire d'inefficacité industrielle croissante et de non-qualité croissante. Sur 10 critères, on a classé ces 25 pays. Les critères, c'est est-ce que dans ce pays, nombre de niveaux hiérarchiques moyens. Bon, on sait très bien qu'une entreprise doit avoir de l'ordre de 5 à 7 niveaux hiérarchiques au maximum. Il y a des entreprises dans lesquelles il y en a 13. Alors imaginez le gars qui est au 13e niveau hiérarchique, là sous la pile de 12, qualité totale, initiative, innovation, vous avez le bonjour. Nombre de niveaux hiérarchiques. Est-ce que dans cette entreprise, il y a des endroits spéciaux pour les voitures des cadres? Est-ce qu'il y a des endroits spéciaux où viennent se nourrir les cadres? Est-ce qu'il y a des endroits spéciaux pour les toilettes des cadres? Faut-il qu'ils soient bizarres ces gens-là pour être obligés d'aller faire ça à l'abri des regards indiscrets et du petit personnel? Eh bien, sur 10 critères, la France, sur 25 pays, est arrivée avant-dernier, juste devant les pays arabophones et derrière la Colombie. Mais un jour, on va les rattraper. Vous étiez aussi classé, vous étiez mieux placé que nous, mais quand même. Et tout ça, bien évidemment, c'est de la non-qualité, c'est de l'intelligence fichue en l'air, c'est de l'innovation stérilisée, c'est des Mozart assassinés, c'est tout un tas de talents dont on avait besoin à bord pour faire de la qualité totale, au sein de cercles de qualité, ou bien en train de faire de l'autocontrôle sur chaîne. Tout cela, on en avait besoin. Et simplement, parce qu'on est un peu suffisant, et nous beaucoup, et pour se faire plaisir, nous les chefs, on a flanqué tout ça en l'air. Des fortunes, ça coûte. Des fortunes. Alors on a inventé pour cela le management participatif qui fait totalement partie de la qualité totale, pour avoir des gens qui ne se courbent pas, mais qui apportent leur intelligence. Et c'est d'autant plus nécessaire que non seulement on a tendance, nous, les hiérarques, à courber nos adjoints, pas par méchanceté, mais parce qu'on est comme ça, surtout dans mon pays. Non seulement on a tendance à courber nos adjoints, mais il y a une foule de personnes qui aiment vivre courbées. Non seulement il y a des gens qui aiment s'entendre appeler « Bonjour Monsieur le Président », mais il y a une foule de personnes qui aiment dire « Monsieur le Président ». Il y en a plein. Alors le management participatif, qui est au cœur de la qualité totale, c'est non seulement pour éviter de courber les gens, mais aussi pour décourber les courbés. Le mot participatif n'est pas bon, parce que ça fait gentil, ça fait cœur vaillant, ça fait social, ça fait brave type. C'est pas de ça dont il s'agit, c'est un management très exigeant, c'est debout les morts. C'est ça la qualité totale. C'est terriblement exigeant. C'est bien plus dur qu'avant, et pour les chefs et pour les hiérarques, c'est infiniment plus dur. La frontière aussi entre les personnes. La frontière entre les personnes. Dans mon pays, on a du mal à travailler ensemble parce qu'on n'a pas été éduqués pour cela. Vous avez été beaucoup plus formés au travail collectif. Beaucoup plus. Dans vos pédagogies, dans vos façons d'être. Et on fait mal de la qualité totale si on ne travaille pas ensemble. J'ai vu que vous aviez cité dans votre document une des phrases qui m'est familière, d'avoir observé beaucoup les Japonais.
m'amène à penser que quand on arrive à isoler un japonais tout seul, ce qui n'est pas commode parce qu'ils sont toujours par 20, ben, on ne trouve pas des gens qui ont un chromosome de plus que nous. Ce sont des gens très sympathiques, très ouverts, que j'aime beaucoup, mais ils n'ont rien de, pas une qualité, enfin, ils ne sont pas supérieurs, mais ils savent merveilleusement travailler ensemble. Et pour faire de la qualité totale, il vaut mieux, pour en faire un texte que vous avez, des pas géniaux solidaires que des génies solitaires. Essentiel. Et la qualité totale, ça se fait ensemble. Pas de frontières entre les personnes, pas de frontières entre les postes. Et puis, la qualité, un monde sans frontières, parce que il faut faire tomber la frontière entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Vous savez, dans beaucoup de nos entreprises, on fait entrer que le cerveau gauche. Ceux qui analysent le cerveau, en tout cas certains, parce qu'il y a 2 écoles déjà, pensent que dans le cerveau, il y aurait 2 parties. Il y aurait une partie, le cerveau gauche, qui serait beaucoup plus affectée à toutes les tâches logiques, rationnelles, quantifiables, tout ce qui se mesure. Et puis, il y aurait un cerveau qui serait affecté à tout ce qui est affectif, créatif, imaginatif, sensitif. Et c'est le cerveau droit. Et c'est vrai, dans nos entreprises, pendant longtemps, on a dit, écoutez, votre cerveau droit, vous le laissez au vestiaire, chez nous c'est sérieux, hein, on arrive, il y a ce qui compte, et tout le reste, ça n'existe pas. Nous avons besoin, dans nos entreprises, d'innovation. Et la qualité totale, ça suppose qu'en permanence, on améliore ce que l'on fait partout, dans les services administratifs, dans les services commerciaux, dans les services de production, dans les services financiers, partout. Et à partir de ce moment-là, on a besoin de femmes et d'hommes dans tous les postes, depuis le balayeur jusqu'au président, de femmes et d'hommes qui utilisent leur capacité d'innovation. On a besoin du cerveau gauche, mais on a besoin aussi du cerveau droit. On a besoin de mesures, on a besoin de techniques, cerveau gauche, mais on a aussi besoin de chaleur, on a besoin d'affect, on a besoin de créativité, d'imagination, de liberté. Parce que c'est comme ça que l'innovation surgit, cerveau droit. Et d'ailleurs, lorsque l'on parle des outils de la qualité, les outils de la qualité peuvent se ranger selon 2 axes. Ces 2 axes, c'est d'une part un axe des valeurs froides, on peut le remonter peut-être un petit peu, voilà. Un axe des valeurs froides, un axe qui est celui-là, qui est l'axe du quantitatif, de la logique, de la rigueur, des techniques, cerveau gauche. Ça, c'est la gestion de la qualité. On y trouve le contrôle qualité, le statistic process control, l'assurance de la qualité, la maîtrise des processus administratifs, la mesure de la non-qualité, l'analyse de la valeur, les indicateurs de qualité, l'analyse des relations clients-fournisseurs, le quality function deployment, les tableaux de bord qualité. Tout ceci, ce sont des techniques, des chiffres, des façons de faire essentielles. On ne fait pas de qualité totale si l'on n'a pas tous ces outils, si on ne les maîtrise pas. Mais ils ne servent rigoureusement à rien si on n'a pas aussi mis en œuvre dans l'entreprise tous les outils du cerveau droit, tous les outils des valeurs chaudes, tous les outils de tous ensemble, tous les outils des affects qui sont cercles de qualité, groupes de progrès, nouveaux systèmes de communication, charte qualité, management participatif. Et si on n'a pas cela, on n'aura pas de qualité totale parce que l'efficacité des outils techniques qui sont ici, on ne l'a que si on a des femmes et des hommes qui ont envie de s'en servir, qui trouvent leur compte et pour qui c'est une autre façon de vivre dans laquelle la vie professionnelle trouve enfin un sens. De même, il ne sert à rien d'aller faire ce qui se trouve dans l'autre partie du cadran et de ne faire que des cercles de qualité, du management participatif, c'est-à-dire du cerveau droit, si on ne le met pas en œuvre avec des outils techniques très précis, des diagrammes de Pareto, des histogrammes, des diagrammes de cause à effet, de la rigueur. C'est les 2. Et il n'y a pas de frontière. La qualité totale, c'est la réconciliation des 2. On ne l'obtient que si on a cheminé sur les 2 axes à la fois.
La qualité, un monde 10 fois sans frontières. Mais, et ce sera la deuxième partie de mon propos, j'irai beaucoup plus vite, n'ayez crainte, c'est un domaine dans lequel un monde qui est terriblement exigeant. Tous ces outils qu'on vient de voir ne servent rigoureusement à rien. Ils ne servent rigoureusement à rien si l'entreprise, en général, et ceux qui jouent un rôle déterminant en particulier, c'est-à-dire les dirigeants, les cadres, ces outils ne servent à rien si, dans l'entreprise, les dirigeants et les cadres n'ont pas compris que la qualité totale ne porte ses fruits que si l'entreprise a le courage de faire 10 révolutions. 10 révolutions qui sont des révolutions comportementales, des révolutions dans les têtes, une autre façon de faire du business. 10 évolutions. Les révolutions, c'est pas forcément bon parce qu'une révolution, comme dit son nom, on revient au point de départ. Quand on fait une vraie révolution, on revient au point où on est parti. 10 évolutions. Elles sont considérables. C'est d'abord passer de l'entreprise de l'action à l'entreprise de l'anticipation. C'est-à-dire non seulement une entreprise qui agit, mais qui anticipe. Et c'est très difficile d'anticiper parce que, ainsi qu'on l'a évoqué tout à l'heure, avec la mondialisation, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer le mois prochain. Comment la guerre du Golfe va-t-elle évoluer? Comment va évoluer le baril? Comment va évoluer le dollar? Et tout ceci a une incidence directe sur nos affaires. Dans mon pays, on était parti il y a encore 1 an et demi, on était parti sur une certaine vision de l'Europe des 12. Et puis, voilà que l'Allemagne de l'Est a rejoint hier soir, ou avant-hier soir plutôt, l'Allemagne de l'Ouest pour faire maintenant une grande Allemagne qui change totalement l'équilibre de l'Europe, totalement. C'était pas prévu. Je participais à un grand forum, je me souviens, il y a 1 an et demi, c'était en juin, même pas 1 an et demi, vous voyez, même pas. C'était un forum à Marbella, en Espagne, où il y avait un grand nombre de chefs d'entreprise français, et était venu le plus grand spécialiste français de l'Allemagne. L'ancien ministre des Affaires étrangères, François Poncet, fils de François Poncet, lui-même spécialiste de l'Allemagne, donc c'est de père en fils qui se transmettent ça. Et il nous a fait une grande déclaration en juin 89, en disant « Ne rêvez pas, mesdames et messieurs, la réunification allemande, ça prendra 100 ans. Depuis, les experts, je m'en méfie. » On ne sait pas ce qui va se passer. Et pour des femmes et des hommes qui dirigent des entreprises, c'est très difficile d'affronter comme ça la complexité, l'incertitude, l'inconnu. Alors on a tendance à dire, puisque je ne sais pas ce qui va se passer, alors j'y réfléchis pas. Et on fait ce que nous encouragent à faire Tom Peters et Waterman dans le prix de l'excellence, KISS, Keep it simple, stupid. Il faut rester simple et stupide et puis prendre des décisions tous les matins. Pour rester, comme on dit quand on fait du bateau, rester manœuvrant. On décide, on agit. Ça repose sur le postulat que dans une entreprise, un imbécile qui marche vaut mieux qu'un penseur qui reste assis. C'est oublier que l'imbécile a pu partir dans le mauvais sens, en général même c'est ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il est imbécile. Et qu'en restant assis, le penseur il va quand même se retrouver en avance. Il faut penser un peu dans nos entreprises. Ce que font des entreprises, j'en connais beaucoup ici qui pensent, je pense à Alcan, je pense à Laurent Véraud, j'étais passionné par Laurent Véraud, c'est un type qui pense. Et donc il faut apporter à l'entreprise un projet, ce qu'on appelle la volonté stratégique, puisque je ne sais pas ce qui va se passer dans les années qui viennent, alors j'ai une volonté stratégique pour ne pas être ballotté par les vagues, par les vents, par l'ouragan, par l'inconnu, l'incertitude. J'ai une volonté stratégique. Et on ne peut faire de qualité totale que si on a un projet. C'est pas projet ou qualité totale, c'est pas fromage ou fruit, c'est les deux. On ne peut faire de la qualité totale que si on sait où on veut aller dans le futur. C'est le projet d'entreprise. Et ça va être la seule façon d'entraîner tout le monde vers la qualité totale. La qualité est la valeur porteuse du projet, mais le projet englobe la qualité. Vers quoi va-t-on? Que veut-on être dans les années qui viennent, face au Japon, face aux États-Unis, face à mes concurrents,
face à mes clients, face à mes financiers, qu'est-ce qu'on veut être? Et passer de l'entreprise de l'action à l'entreprise de l'anticipation, c'est très difficile. Je le mesure, mon entreprise doit avoir, je ne sais pas combien, un peu moins de 200 personnes. Et je sais combien j'ai de mal à réfléchir au projet de mon entreprise, parce que réfléchir au projet de mon entreprise, c'est réfléchir à mon projet à moi. Et rien n'est plus difficile que de répondre à cette question quand on est chef d'entreprise. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Où je vais? Mais ce n'est pas la peine de faire de la qualité totale, ni de lancer des opérations de qualité totale si on ne sait pas, en tant que chef d'entreprise, vers quoi on veut aller. Deuxième évolution très difficile, c'est passer de l'entreprise du nombril, à l'entreprise de la vigie. Passer de l'entreprise du nombril à l'entreprise de la vigie. D'une entreprise qui se regarde elle-même, d'une entreprise qui s'aime, d'une entreprise qui est esclave du syndrome du not invented here. Tout ce qui n'a pas été inventé chez moi ne vaut pas un coup de cidre. À une entreprise de la vigie qui essaie en permanence d'aller regarder sur le marché, chez les concurrents, chez les clients, ce qui est en train de bouger, les nouvelles technologies qui surgissent, les nouvelles attentes clients qui surgissent, les nouvelles réponses des concurrents, pour aller piquer, voler, piller les idées des autres. Alors que nous sommes tellement souvent esclaves du not invented here syndrome, les deux péchés majeurs du Japon, en tout cas c'est ce qu'on dit là-bas, on dit les deux péchés industriels majeurs, c'est de réinventer dans ses laboratoires ce qui a déjà été trouvé dans le laboratoire des concurrents, et deuxièmement, quand on s'en est rendu compte, de l'acheter quand on peut le voler. Ne jamais réinventer chez soi l'eau tiède quand les concurrents vendent déjà de l'eau bouillante. La qualité totale, ça passe aussi par la vigie. On est coupable quand on est chef d'entreprise et qu'on est donc responsable de salariés et de personnes et de foyers qui vivent de l'argent qu'on distribue. On est coupable quand on omet d'aller voir dehors les idées des autres et de réinventer chez soi ce qui a déjà été trouvé ailleurs. La qualité totale, c'est aussi la qualité de l'observation de tout ce qui se fait dehors. Passer de l'entreprise, vous savez, les systèmes de vigie, ça fait partie de la qualité. Les indicateurs de satisfaction client, les indicateurs de compétitivité concurrent, les indicateurs d'évolution technologique, ça fait partie de la qualité totale. Passer de l'entreprise du produit à l'entreprise du marché, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Arrêter de faire les produits qui nous plaisent. Arrêter d'utiliser les démarches qui nous conviennent. Essayer d'aller trouver les produits que veut le client, le produit service qu'attend le client, qui s'il ne le trouve pas chez nous, ira le chercher ailleurs. Alors, essayer en particulier d'utiliser tout ce qui permet de faire passer le souffle du client jusque dans l'endroit le plus reculé de l'entreprise. J'évoquais tout à l'heure le Quality Function Deployment, mais il n'y a pas que cette démarche, il y en a beaucoup d'autres. Cinquièmement, passer c'est un résumé, de l'entreprise de la quantité à l'entreprise de la qualité. Eh bien, c'est passer d'un mode d'organisation fondé sur les territoires. Je suis le chef du service machin. J'ai mon personnel, mon budget. Mon nom de quoi? C'est pas toi. Hein. C'est le personnel de la maison, c'est le budget de la maison. Et on t'a confié une responsabilité. Et tu n'es pas un chef de territoire. Tu n'es pas chargé d'un territoire. Tu es chargé d'une mission. Et tu seras jugé non pas sur le fait que tu aies bien géré ton territoire, mais bien rempli ta mission. Ça passe d'une logique de l'attribution, j'ai des galons, c'est moi le chef, à une logique de contribution. De quoi as-tu besoin? Je vais en permanence me tourner vers les services qui sont en aval et demander de quoi ils ont besoin. C'est un management très très modeste.
Alors qu'avant, on avait un management suffisant, c'est moi le chef. Non, de quoi as-tu besoin? C'est tout à fait différent. Passer de la logique de la quantité à l'entreprise de la qualité, c'est passer de l'entreprise de l'attribution à l'entreprise de la contribution, de l'entreprise du territoire à l'entreprise des missions, de l'entreprise verticale à l'entreprise transversale, ce que l'on disait tout à l'heure. 80% des coûts de non-qualité sont dus à notre mauvaise organisation, sont dus à l'organisation verticale versus la transversale. Sixièmement, c'est passer de l'entreprise de la routine à l'entreprise de l'innovation. J'ai été pendant 2 ans chargé de la mission innovation dans la fonction publique française. J'étais rattaché donc à notre ministre de la fonction publique et j'ai été frappé de voir combien dans la fonction publique française, toute personne qui innovait était d'abord suspecte. On dit à un fonctionnaire de fonctionner. Fonctionne. Il n'est pas missionnaire, il a une fonction. Il fonctionne, il est fonctionnaire, il n'a pas une mission, il n'est pas missionnaire. Et dès qu'il innove, on dit, mais qu'est-ce que c'est mon vieux? Vous étiez là pour gérer, appliquer la procédure. Innover, c'est dangereux. Dans l'armée française, on disait, quand je faisais mon service militaire, penser, c'est déjà désobéir. Eh bien, dans la fonction publique de mon pays, pendant un temps, ça a changé. Innover, c'était déjà désobéir. On a besoin, pour faire de la qualité totale, en permanence, de femmes et d'hommes qui, ensemble, dans des cercles de qualité ou autres, ou des cercles d'amélioration de la qualité, ou bien, tout seul, en permanence, essaient de faire tout mieux, bien du premier coup. Donc on a besoin pour cela de gens innovants. Passer de l'entreprise de la routine à l'entreprise de l'innovation. Vous avez lu le splendide bouquin de Foster, Avantage à l'attaquant, Innovation, dans lequel il dit, bien sûr il y aura besoin de la qualité totale, bien sûr il y aura besoin de tout faire tout mieux bien du premier coup, mais en même temps il faudra avoir des entreprises qui fassent des innovations de rupture. Les amis suisses, ils étaient les rois de la qualité totale pour faire des montres. Et puis, tout d'un coup, chez Seiko, il y a eu une innovation de rupture, la montre à quartz. Donc, les Suisses avaient fait de la qualité totale, mais d'un seul coup, il y a eu, au Japon, des gens qui ont fait des innovations de rupture. La réponse des Suisses aurait pu être de dire, on va encore faire tout mieux ce qu'on sait faire du premier coup. On va encore mieux faire les montres. Non, ils ont été intelligents. Ils ont dit, face à une innovation de rupture, on va répondre par une autre innovation de rupture, la Swatch. Et face à la montre à quartz, on va faire la montre à look. Et en plus, une montre qui, au lieu de se bâtir, de se construire à partir de 100 éléments, on va la bâtir à partir de 50 éléments. On a besoin d'avoir des femmes et des hommes qui innovent. Ça, ce sont les très grandes innovations, les innovations de rupture, mais la qualité totale, elle se nourrit elle-même de toutes les innovations, de tout le monde. Alors pour ça, il faut que l'innovation soit retenue, soit reconnue, soit récompensée, rémunérée, valorisée, demandée. Passer, septièmement, de l'entreprise compliquée à l'entreprise flexible. Il y a trop de niveaux hiérarchiques dans nos entreprises, il y en a trop. D'entrée de jeu, on peut l'affirmer, il y en a trop. Toyota est passé, en 89, à 5 niveaux hiérarchiques, c'est suffisant. 5. Les niveaux hiérarchiques, plus il y en a, plus c'est de la déperdition d'énergie, plus c'est de la tentation de courber les gens, plus c'est je ne suis pas responsable. Plus on est bas, moins on se sent responsable. Plus il y a de niveaux hiérarchiques, plus on déresponsabilise. Passer de l'entreprise compliquée à l'entreprise flexible, c'est responsabiliser au maximum des centres autonomes. Je parlais de Toyota, ils sont passés l'année dernière de 173 divisions à plus de 600 cellules autonomes, ayant tous ces moyens, et pouvant donc réagir très vite, puisqu'il y avait la finance, il y avait l'argent, il y avait l'animation du personnel, il y avait l'informatique. On est souple, on est rapide. On a cru pendant longtemps qu'il y avait ce qu'on appelle les économies d'échelle. Si on voulait économiser de l'argent, il fallait centraliser tout ce qui était staff, tout ce qui était moyen commun. Le résultat,
j'ai connu ça dans les années 75 en France, une très grande société pétrolière française avait centralisé tous ses moyens de gestion du personnel. Alors il y avait une gigantesque direction du personnel centralisée dans laquelle il y avait 350 personnes. Ce qui fait que le directeur du personnel n'avait pas trop tout son temps pour gérer le personnel de la direction du personnel, il lui restait plus une seconde pour faire ce pourquoi il était payé. Ça vous dit à ça, toute la concentration des moyens communs pour une apparence, cerveau gauche, pour une apparence d'illusion d'économie. On a économisé, peut-être, à ceci près qu'on a tout perdu. Parce que le personnel n'est pas géré. C'était les grandes concentrations informatiques. On avait tout concentré. Mais on avait les réactions que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'informatique n'était pas utilisée. Passer d'une entreprise au rapport compassé, dans lequel on dirait que les chefs font avaler des parapluies, à une entreprise dans laquelle les rapports sont simples. Vous savez, les amis américains, on a beaucoup rigolé de leur façon de parler du first name system, de l'open door system. Et c'est vrai que dans certaines entreprises, c'est un peu une dérision. Mais c'est important de s'appeler d'une façon simple entre soi. Et que tout le monde ait accès à tout le monde. Et dès que l'on fait cette loi, dès qu'on met cette règle du jeu dans l'entreprise, personne n'en abuse. Personne. Parce que on est tous raisonnables. Passer de l'entreprise pyramidale à l'entreprise en réseau. C'était pas la peine d'inventer l'informatique répartie, si c'est pour garder l'organisation en pyramide. Qu'est-ce que c'est que l'informatique répartie? L'informatique répartie, c'est que, contrairement à ce qu'il y avait lorsqu'il y avait simplement la grande informatique centralisée, on a conservé l'informatique centralisée, mais par tout un tas de terminaux, de micro-ordinateurs interconnectés, de micro-ordinateurs, de mini-ordinateurs, eh bien, il y a maintenant une foule d'informations qui arrivent jusqu'à chacun des exécutants. Une foule d'ouvriers, d'employés ont maintenant accès à une foule d'informations. Manque de chance. Dans beaucoup de nos entreprises, on n'a pas accompagné cette fantastique distribution d'informations d'une égale distribution du pouvoir de s'en servir. À quoi ça sert à, je sais pas, une toute petite agence de banque qui se trouverait je sais pas, chez Chicoutimi, et qui aurait un superbe terminal qui lui permettrait de suivre comment évoluent ses engagements par rapport aux engagements de sa maison mère qui est à Montréal. À quoi ça lui sert toute cette information si elle est obligée de demander la permission à sa maison mère à Montréal pour accorder un découvert à un garagiste qui est de l'autre côté de la rue? À quoi sert la diffusion de l'information s'il n'y a pas la diffusion du pouvoir de s'en servir? C'est même pire qu'avant, parce que le personnel d'exécution, avant, il ne savait pas qu'il ne savait pas. Maintenant, il sait qui sait et il sait qui ne peut pas. Alors ça rend méchant. C'était pas la peine d'inventer l'informatique répartie si on n'invente pas aussi le pouvoir réparti. La vie en réseau. La pyramide de plus en plus dans les entreprises qui sont en train de partir à l'assaut du monde, et je pense, parce que je l'ai vu, parce que j'y ai participé, au miracle de la sidérurgie française que j'évoquais tout à l'heure, plus de 7 millions, 6 millions de pertes, 6 milliards de pertes de francs, et puis 6 ans après, 7 ans après, 8 à 9 milliards de gains. Eh bien, c'est qu'on a flanqué en l'air la pyramide. La pyramide, elle est redevenue ce qu'elle avait été historiquement, un tombeau. Mais Dieu que c'est dur, quand on est le chef, de remettre cela en cause. Dieu que c'est dur. Tout ce que je vous dis, je ne le fais pas. À l'intérieur de mon entreprise, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai été fabriqué à l'inverse. J'ai été fabriqué pour le faux pouvoir. J'ai été fabriqué pour ce que le sociologue Michel Crozier appelle le pouvoir dans les grosses organisations. Et dans les grosses organisations, le pouvoir, c'est quoi? J'ai une information d'avance sur les autres, j'ai du pouvoir sur eux. Je suis le chef du service machin, j'ai une information d'avance sur mes adjoints, alors je vois mes adjoints essayer de résoudre le problème, mais il leur manque l'information pertinente parce que c'est moi qui l'ai. Alors ils s'agitent dans le bocal comme des abeilles ivres, et avant la catastrophe finale, Jupiter capitolin, je donne l'information qui manquait, je suis un Jules.
Mais c'est idiot. Aujourd'hui, avec le monde réticulaire, avec le monde en réseau qui est l'entreprise, maintenant finement innervé par toutes ces informations qui circulent partout, avec tout cela, le pouvoir n'appartient plus à celui qui garde une information. Le pouvoir appartient à celui qui la donne, à celui qui échange l'information avec quelqu'un qui est sur le réseau pour en obtenir. À deux, ils vont faire une troisième information. Celui qui garde son information, mais il meurt, idiot. On en a vu des chefs de petites et moyennes entreprises garder l'information, ne jamais informer personne. Et ils sont morts très dignes, en déposant très dignement leur bilan. Il faut se méfier d'ailleurs aussi du trop plein d'informations. Je cite ça, mais ça fait partie aussi de la qualité totale que de ne pas donner trop d'informations. Ne donner que les informations pertinentes. Parce que nous vivons aussi dans notre vie professionnelle un phénomène de surinformation. Et l'informatique n'y a pas été pour rien. La surinformation. Hein. J'arrive à mon bureau le matin, je trouve une pile de courriers comme ça, et puis des listings comme ça, et en tant que citoyen, j'arrive chez moi le soir, j'ouvre ma boîte à lettres, il en dégouline toute une cascade de documents. Monsieur Machin, Monsieur Seriex, vous avez gagné le concours de Provigo, envoyez 3 timbres, vous ferez la finale, etc. Alors on jette ça au panier, puis on le reprend, on se dit peut-être que cette fois-ci c'était vrai, je ne sais pas. Ça nous empêche d'agir. Et trop d'informations nous empêchent de faire de la qualité totale parce qu'on est en train de fouiller là-dedans, on ne sait pas ce qui nous sert à quelque chose. Il en va de la surinformation comme du paradoxe de l'emmental, que vous connaissez tous. Le paradoxe de l'emmental, c'est plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Or, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Vous essayerez chez vous, ça marche. Eh bien, la surinformation, c'est pareil. La surinformation, c'est plus je reçois d'informations, plus j'ai la tête saturée. Plus j'ai la tête saturée, plus il m'est difficile de trouver l'information pertinente pour prendre les décisions qui me concernent. Donc plus je reçois d'informations, plus tout se passe comme si je ne recevais pas du tout. Et nous, en tant que patron, en tant que chef, en tant que cadre, nous devons veiller à ne pas donner trop d'informations, la bonne, mais pas trop d'informations à nos adjoints, parce que c'est une façon d'embouteiller la qualité et de faire de la non-qualité. Neuvièmement, je crois qu'il faut passer de l'entreprise mécaniste, c'est-à-dire conçu comme une mécanique avec des bielles, des courroies de transmission, des rouages. On aime bien une entreprise bien en ordre. Moi, comme je suis souvent absent de mon entreprise, j'ai toujours peur que pendant que le chat n'est pas là, les souris dansent. Hein, et j'aime bien que l'entreprise soit bien en ordre. Hein. Et mon modèle de référence, c'est la mécanique. Chacun à sa place. Ne bouge pas. Avec des job tickets très précis, surtout que personne n'en sort. Passer de cette vision de l'entreprise à une entreprise, le mot est pompeux, mais on n'en trouve pas d'autre, une entreprise systémique, dans laquelle on sait, il faut savoir que tout rétroagit sur tout. J'ai vu des entreprises, et parfois j'y ai participé, et je n'ai pas forcément là rendu service à l'entreprise que je conseillais, j'ai participé à des modernisations d'usines. Et on mettait en place dans l'usine des automatismes, des robots, mais on le faisait avec une vision mécaniste de l'entreprise. On changeait, là, dans telle partie de l'atelier, on mettait en place des robots, ou on mettait en place des automatismes. Et on changeait que ça, on ne changeait pas tout ce qu'il y avait autour. On n'avait pas une vision systémique. Mais à quoi ça sert de concevoir un atelier de fabrication d'engrenages capable de fabriquer par rafale 2000 des engrenages si l'atelier des réducteurs de vitesse que cet atelier d'engrenage doit approvisionner, si l'atelier de réducteur de vitesse ne peut en accepter que par rafale de 10? C'est tout le système qu'il faut changer. À quoi ça sert d'avoir mis en œuvre tous ces outils subtils si on n'a pas considérablement accru la formation et surtout la motivation des femmes et des hommes qui vont se trouver les riverains de ces nouveaux appareillages? On se retrouve dans le cas très bien cité par Frank Doyle, vice-président de General Electric, et qui disait plus
dans une vision mécaniste de l'entreprise. Plus nous robotisons, plus nous automatisons et plus nos entreprises sont victimes de la loi des rendements décroissants. C'est normal. Parce que plus nous mettons en œuvre des automatismes et des appareils sophistiqués, avec des technologies de production et de gestion sophistiquées, plus nous ne pouvons retrouver l'efficacité que nous souhaitions trouver qu'en augmentant considérablement la formation de tous les riverains de ces nouveaux appareillages et de ces nouvelles technologies, et si nous augmentons surtout beaucoup leur envie de s'en servir, c'est-à-dire leur motivation, le goût d'exercer leurs responsabilités. General Motors, de 1977 à 1987, a dépensé des milliards de dollars pour automatiser toutes ses usines. Au bout de 10 ans, il a fallu se rendre compte de ce que la productivité de ces usines n'était pas sensiblement inférieure à ce qu'elle était 10 ans avant. On avait une approche mécanicienne et pas une approche systémicienne. Et la qualité totale, elle suppose qu'on sache que tout rétroagit sur tout dans l'entreprise. Et puis dernièrement, et c'est sans doute le plus difficile, mais c'est la résultante du tout, on ne peut passer en qualité totale et ne toucher les dividendes de la qualité totale que si nos entreprises sont capables de passer de l'entreprise de l'obéissance à l'entreprise de la responsabilité. C'est une autre façon de gérer les femmes et les hommes, et ça suppose au moins 3 évolutions. D'abord, que l'on mette en place dans nos entreprises le management participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun dans l'entreprise ait un objectif de progrès. Pas les cadres, chacun, le balayeur, tout le monde, un objectif de progrès dans l'entreprise. Dans l'année qui vient, quel est mon objectif de progrès? Si on n'a pas d'objectif de progrès, on n'est pas mobilisé. Si on n'est pas mobilisé, on n'apporte pas sur l'intelligence. Si on n'apporte pas sur l'intelligence, il n'y a pas de qualité totale. Deuxièmement, dans le management participatif, il y a l'objectif, mais bien évidemment, il faut de la formation. Si on me donne des objectifs, il faut qu'on me donne les moyens. Mais la formation, c'est plus la formation avantage social, c'est pas la formation confiture. Dans mon pays, il faut encore dépenser, toute entreprise a le devoir, face à l'État, de dépenser 1,1% de sa masse salariale, dérisoire. Pourquoi l'entreprise devrait-elle dépenser 1,1% de sa masse salariale? Pourquoi l'État a-t-il à y mettre son nez? Eh bien parce que les entreprises se laissaient mourir de formation. Les entreprises n'avaient pas compris que la formation, c'est le pétrole de l'entreprise, c'est le pétrole de la qualité totale, et qu'il ne faut pas y dépenser 1,1% de la masse salariale, il faut y dépenser ce qu'il faut pour avoir des femmes et des hommes qui soient au niveau de compétences requises par le marché, par la concurrence, par les exigences clients, par les nouvelles technologies, et qu'une entreprise comme Digital Equipment dépense 19% de sa masse salariale en formation. 19%. Une petite ou une moyenne entreprise qui ne peut pas dépenser ou qui ne sait pas dépenser de l'ordre de 4 à 6% de sa masse salariale est une entreprise qui mourra. Et c'est bien fait. Je vois de temps en temps des entreprises qui disent, vous comprenez, moi je n'ai pas les moyens de me payer cette formation. Eh bien ça veut dire qu'elle n'a pas les moyens de vivre. C'est pas l'État de lui donner ça. Une entreprise qui ne peut pas se payer les budgets de formation dont elle a besoin pour avoir le degré de qualité requis par la concurrence est une entreprise qui n'a pas plus le droit de vivre qu'une entreprise qui ne pourrait pas se payer les machines dont elle a besoin pour faire les produits qu'elle veut vendre. C'est une question d'investissement. Management participatif, c'est les objectifs, c'est la formation pour pouvoir faire face aux objectifs, et puis c'est une fois par an au moins une évaluation. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Non. Pourquoi? Et pas pour trouver des coupables, mais pour trouver des causes et réussir à les corriger. Ça passe aussi le passage de l'entreprise de l'obéissance à l'entreprise de la responsabilité, et c'est sans doute le plus dur, et sans ça on n'a pas de qualité totale. Ça passe par une transformation profonde des systèmes de gestion du personnel. Profonde. Vous comprenez qu'il n'est pas possible de dire à du personnel, à des salariés dans l'entreprise, dorénavant on a besoin de ton intelligence, on a besoin que tu innoves, on a besoin que tu saches travailler en groupe, on a besoin que tu saches animer ton équipe, on a besoin que tu travailles non pas avec la logique de ton service, mais en écoute des services clients. On ne peut pas dire ça du personnel si à la fin de l'année, dans les critères d'appréciation pour augmenter du personnel, pour le promouvoir,
ou pour l'affecter ailleurs, si dans les critères de choix du personnel, tout ceci est gommé et qu'on continue à augmenter le personnel, à promouvoir le personnel sur des critères d'hier, c'est-à-dire uniquement la compétence technique, ou pire, la conformité au système de valeurs du notateur, ce qui se trouve aussi. C'est pas la peine de dire qu'à partir de maintenant, les femmes et les hommes de l'entreprise, c'est la clé de la qualité. Si, dans les systèmes de gestion du personnel, ceci n'apparaît pas clairement. Quel est l'imbécile qui va se donner du mal et apporter de lui-même, de son temps, de son cœur, de sa capacité de contribution, de ses émotions pour faire en sorte que la qualité totale s'améliore, si à la fin de l'année on n'en tient aucun compte? Et puis troisièmement, dans le choix des managers, dans la promotion des managers, ne jamais nommer à un poste de responsabilité un homme ou une femme qui n'a pas la capacité d'animer d'autres équipes. Jamais. On va le mettre dans des endroits où il ne dérange pas. On trouve toujours dans l'entreprise. Mais il ne faut jamais promouvoir un homme sous prétexte qu'il est techniquement compétent. Il faut promouvoir un homme s'il est techniquement compétent et capable d'encadrer les autres, d'animer les autres, parce que ça fait partie de sa compétence. On ne peut pas faire de qualité technique avec des femmes et des hommes, avec des managers secs, avec des femmes et des hommes qui sont incapables d'entraîner les autres, de les enthousiasmer. On ne peut pas. C'est pas qu'on veuille être méchant avec des managers qui n'ont pas ça dans le cœur, mais on ne peut plus faire de la performance avec des femmes et des hommes qui n'ont pas cela. Attention, on ne demande pas à des femmes et des hommes d'être des extravertis. La plupart du temps, d'ailleurs, les meilleurs entraîneurs, les meilleurs animateurs sont des gens très introvertis, mais qui ont la passion de l'écoute, la passion de l'entraînement, la passion de la conviction. Alors vous voyez, la qualité totale, un monde sans frontières, oui, avec 10 frontières qui sautent, mais ça ne suffit pas. Si on veut que ces 10 frontières sautent et que les outils qu'on a vus tout à l'heure sur notre transparent soient des outils efficaces, ça suppose aussi une entreprise qui change profondément de culture. Les prétentieux disent c'est un changement de paradigme. Les Anglais disent c'est un changement de way of thinking. Les Allemands un changement de Weltanschauung. C'est important. On ne peut avoir tous les dividendes de la qualité totale. On ne les touche que si on fait ces changements-là. Je me permets d'insister parce que dans le monde entier, je vois des entreprises qui ont cru partir vers la qualité totale, qui avaient tous les outils de la qualité totale, mais c'était comme le Canada Dry. Ça ressemblait à de la qualité totale, ça portait le nom de qualité totale, mais ce n'était pas de la qualité totale. Parce qu'on n'avait pas changé les modes d'organisation, on n'avait pas changé les reins et les cœurs, on n'avait pas changé les têtes, on n'avait pas changé les pensées, on n'avait pas changé les rapports entre les personnes. Parce que c'est tellement plus dur de changer ça. Parce que ça suppose que moi, je change. La qualité totale, ça commence par moi. Et si je ne le fais pas, eh bien, je ne toucherai jamais dans mon entreprise les dividendes attendus qui sont phénoménaux. 20, 30, 40% de la valeur ajoutée récupérée. Des marchés conquis. Des marges consolidées. Des actionnaires fidèles. Un personnel ardent. En fait, la qualité, ça suppose qu'on passe de l'entreprise de la suffisance à l'entreprise du zéro mépris. Un de mes amis, Jean Caspar, président ou secrétaire général du deuxième syndicat ouvrier de mon pays, la CFDT, Jean Caspar dit, face à la complexité et à l'incertitude, la modestie devient révolutionnaire. La modestie est au cœur de la qualité totale. Modestie, j'écoute le client. Modestie, je regarde mes concurrents. Modestie, je travaille avec mes fournisseurs. Modestie, chef de service, je travaille avec mes services clients. Modestie, j'écoute les femmes et les hommes qui travaillent avec moi. Modestie, je travaille avec les autres. Alors, dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis persuadé que vous êtes très très bien partis. Les entreprises que je connais sont des entreprises dans lesquelles on sait être modeste, dans lesquelles on s'écoute. J'en ai vu beaucoup.
Il y en a une qui d'ailleurs, je ne dirai pas son nom pour ne pas rendre les autres jalouses, il y en a une qui me semble tout à fait superbe, et j'ai entendu son patron parler à son personnel, et j'ai vu combien c'était direct, combien c'était rapide, combien c'était franc, combien c'était rude, mais combien c'était bien la qualité totale qui coulait à travers ses paroles et qui se mettait en œuvre. Ce qui fait que je suis persuadé que, avec un Québec qui se met en route vers la qualité totale et qui le fait en particulier ce mois-ci avec le mois de la qualité, avec tout ce que je sais que vous faites déjà dans vos entreprises, je suis persuadé que Saguenay-Lac-Saint-Jean va être en tête de la bataille de la qualité. Je vous en félicite. Merci. Il faut être très prudent. Mais c'est quand même pas injouable. Dans le cas qui vient d'être présenté, le directeur a quand même le discours, le patron a déjà le discours. C'est déjà beaucoup. C'est l'occasion d'ailleurs de souligner le fait que beaucoup d'entreprises, en tout cas dans mon pays, ont des équipes de tête, des dirigeants, qui ont le discours. Certains, même plus ils ont le discours, moins ils ont la pratique. C'est-à-dire que dans les réunions du Rotary, dans les réunions professionnelles d'autres patrons, on communie dans la même certitude verbale de l'importance de la qualité totale, mais dans sa propre entreprise, on ne fait pas toujours grand-chose. Et c'est évidemment dangereux que de voir croître l'écart entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et même pire, l'écart entre ce que l'on dit et ce qui est ressenti par le personnel, qui peut être tout à fait différent de ce que l'on fait. Et donc, je crois que dans une phase de démarrage de la qualité totale, plus on en fait, moins il faut en parler. Pendant cette phase. Ensuite, il faut savoir valoriser les success stories, il faut être capable au contraire d'en parler beaucoup à l'intérieur et à l'extérieur, mais on parle à partir de concret, à partir de cas réalisés. On a réalisé quelque chose dans une usine, on a réalisé quelque chose avec des fournisseurs, on peut les valoriser parce qu'on les a fait. Dans le cas qui vient d'être souligné, où il y a un patron, un directeur, un chef d'entreprise qui a le discours mais qui n'a pas encore la pratique, je crois malgré tout qu'il est toujours possible de faire quelque chose. D'abord parce que nous avons affaire de plus en plus à des chefs d'entreprise qui sont conscients des contraintes de la mondialisation, des difficultés de la bataille mondiale. Et dans le cas qui vient d'être évoqué, la meilleure façon d'entraîner la conviction de son patron, c'est sous une forme ou sous une autre, de l'amener à faire soi-même et lui apporter des conclusions d'un tout petit audit sur le coût d'obtention de la qualité. Il n'y a rien de plus convaincant que de faire, même à la louche, en gros, un coût d'obtention de la qualité, une évaluation de la non-qualité qu'on a chez soi. Les chiffres sont tellement catastrophiques vite qu'un patron, normalement constitué, dit, bon, bah, écoutez, tout à faire cessant, il faut faire quelque chose. Mais je crois qu'il vaut mieux partir du constat, dans ce cas-là, il vaut mieux partir du constat de ce que des structures organisées à la façon ancienne sont génératrices de coûts insupportables, parce qu'un patron, ben, les coûts, ça ne lui plaît pas. Plutôt que de vouloir l'amener à affiner son discours sur la qualité totale, mais beaucoup plus partir de quelque chose de tout à fait concret, qui est de faire un audit, ne serait-ce que dans son domaine, et montrer qu'il y a beaucoup de non-qualité. Et que ce coût de la non-qualité, ben, ça peut entraîner le passage à l'acte du dirigeant.
Une autre façon de faire, c'est dans le service qu'on a en charge, ou bien dans la petite unité qu'on a en charge, de lancer très très modestement une opération de qualité. Est-ce que c'est un cercle de qualité? Est-ce que c'est mettre en place discrètement un plan d'amélioration de la qualité? On peut le faire, parce que ça fait partie de nos responsabilités. On ne sera jamais critiqué si on essaie de mieux faire son travail dans sa zone de responsabilité. Et puis de réussir comme cela, au bout de 6 mois, à montrer qu'en prenant cette pratique-là, eh bien, on est arrivé à des résultats qui sont des résultats tout à fait visibles, significatifs et intéressants. Créer sa propre success story et ensuite, eh bien, essayer de la faire connaître. Cela dit, je crois que non seulement nous sommes responsables de la formation de nos adjoints, mais nous sommes en charge de la pédagogie de nos chefs. On doit les faire changer. Avec prudence et discrétion, puisque nous sommes tous chargés de famille. Je crois que vous avez dans votre question également apporté un bout de réponse qui est la taille des entreprises change beaucoup la réponse à cette question. Dans une petite ou moyenne entreprise, on est par nature très proche de ses clients parce qu'on n'a pas le choix. On vit avec son marché. Si on est fournisseur ou sous-traitant d'une grande entreprise, on vit avec cette grande entreprise. On vit avec son marché parce que des changements chez ce client peuvent avoir des incidences très très rapides sur le fonctionnement de mon entreprise. Moi, je suis obligé de vivre avec mes clients. Mes salariés, à la fin du mois, il faut que je les paye. J'ai 200 personnes à payer, il faut que je les paye. Pour que je les paye, il faut que je vende. Ça va très vite. Je dirais la réponse est rapide. Et si les gens chez qui j'ai des chantiers, des contrats de conseil, eh bien, ne sont pas satisfaits, ne me payent pas, etc., moi, je crève. Ça va très vite. La réponse, elle est rapide. Elle est sur 2 mois ou 3 mois. Une boîte de conseil, ça meurt en 3 mois. Donc, je suis obligé de vivre avec mes clients, mais les consultants de leur équipe savent très bien que s'ils ne vivent pas d'une façon très proche de leurs clients, s'ils ne répondent pas à leurs attentes, eh bien, on va mourir très vite. Plus l'entreprise est grande, plus il y a de distance entre beaucoup d'acteurs de l'entreprise qui sont dans des ateliers, qui sont dans des bureaux, qui sont des financiers, entre ça et le client. D'où la nécessité d'abord de faire trois types de choses, de faire comprendre à un maximum de personnel qu'on dépend du client. Voyez-vous ce qui a été fait dans la plus grosse société de la sidérurgie française, Solac. Cette entreprise, plus elle vidait de monde, plus elle perdait d'argent. Et la grande idée de Pachura, le patron de Solac, ça a été de bâtir dans la cour de son siège social, il a bâti une espèce de grande bulle, une énorme tente. Il a fait une énorme tente dans laquelle il a fait passer tout le personnel, ouvriers, employés de la Solac, tout le monde, par volet de 300, tout le monde, pour venir voir un vidéo qu'il avait fait faire par des spécialistes et dans lequel avaient été interviewés les clients finaux de l'acier français, et y compris le couturier Paco Rabanne qui fait des robes, vous savez, des robes métalliques. Et il a fait interviewer les grands acheteurs finaux, les grands consommateurs finaux d'acier, et la plupart d'entre eux disaient « Nous ne sommes pas du tout contents du produit que nous recevons, et d'ailleurs, la plupart du temps, nous essayons de nous fournir ailleurs. » Et alors, d'un seul coup, des ouvriers, des employés, des cadres, des agents de maîtrise, des superviseurs qui n'avaient jamais eu contact avec le client, ont découvert que, voilà, leurs produits allaient jusque dans des robes. Et que le client final n'était pas content. Alors, ça a été une prise de conscience considérable. Si on perd des parts de marché, c'est parce qu'il y a des clients finaux, mais qui sont des gens de la vie quotidienne, des gens qu'on voit à la télévision, qui ne sont pas contents. C'était déjà une première prise de conscience. Et puis, le Pachura a été un petit peu plus pervers. Il a fait venir, le samedi et le dimanche, les femmes et les enfants de ces ouvriers, de ces employés, là, qui sont venus puis qui ont vu le même vidéo.
Et puis ces femmes et ces enfants, et surtout ces femmes qui avaient soutenu des grèves très dures en encourageant leur mari. Mais ils lui ont dit, mais t'es un minable. Mais qu'est-ce que c'est que cet asquier dégoûtant que tu fais? Regarde, les clients, ils sont pas contents. Puis on a vu Paco Rabanne, qu'on voit d'habitude à la télévision, c'est pas un fumiste. Il a dit que ton produit il était très mauvais. Veux-tu retourner tout de suite à l'usine travailler? Je présente ça d'une façon caricaturale, mais c'est comprendre que les produits qu'on fait, et quel que soit l'acte que l'on fasse, la facture que l'on fait, tout ceci un jour, ça se traduit en client content ou en client pas content, en client qui reste ou en client qui part. Et que la vérité du business, c'est ça. Et donc, tout ce qui permet de faire découvrir cela, et c'est beaucoup plus important dans une grande entreprise que dans une petite, parce que dans la petite, tout le monde le sent, eh bien, il faut le faire. Alors, j'évoquais tout à l'heure la démarche un peu sophistiquée du Quality Function Deployment, c'est aussi une démarche qui le permet. Alors, je crois que l'idée, elle est de donner cette culture. En ayant aussi en tête l'idée, mais il faut aussi la donner aux dirigeants. Et donner l'idée aux dirigeants de ce que le client, c'est tout à fait essentiel, c'est extirper de la tête de beaucoup de dirigeants la maladie du return on investment à court terme. J'avais la chance de participer, voici 2 ans, maintenant 3 ans, à un séminaire au Texas où des dirigeants d'entreprises américaines se voyaient répondre à une question qu'ils avaient posée au Massachusetts Institute of Technology, au MIT, et ces chefs d'entreprise américains disaient pourquoi les Japonais sont-ils en train de nous battre dans nos domaines d'élection, qui sont aussi bien les microprocesseurs que la voiture, etc. Et la réponse du MIT, après avoir étudié les différences entre les modes de management japonais et américains, était de dire bon, vous avez quatre tares par rapport au management japonais. 1, vous ne savez pas manager les ressources humaines, vous en faites une gestion juridico-comptable au lieu de valoriser des potentiels, c'est l'inverse. Deuxièmement, vous voulez gagner tout seul, on ne gagne pas tout seul, on se maille, en particulier avec ses fournisseurs. Troisièmement, vous regardez votre nombril, vous ne regardez pas dehors, donc vous avez très très peu d'informations sur ce que font les concurrents, comment évoluent les technologies, comment évoluent les demandes des clients, et surtout, vous êtes des malades du return on investment à court terme. Et avec ça, c'est une excellente idée, le ROI à court terme, si on a en face de soi des concurrents qui ont la même règle du jeu. Mais si en face de soi, on a des concurrents qui disent « Nous perdrons de l'argent pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, mais dans 4 ans, nous aurons pris les parts de marché, on aura conquis les clients à partir de ce moment-là, eh bien c'est nous qui ferons la loi », alors d'être un esclave du ROI à 3 mois, c'est suicidaire parce qu'on ne se bat pas à armes égales. Et je crois que autant il faut que les salariés de l'entreprise, ouvriers, employés, aient tout à fait compris la pression des clients, combien les clients sont maintenant devenus frivoles parce qu'ils ont l'embarras du choix et qu'ils changent vite, autant il faut aussi que les dirigeants aient compris que c'est sur le long terme qu'on gagne, ou bien alors là, c'est plus de l'industrie, c'est de la finance. Voilà des bouts de réponse. Alors, tout le monde n'est pas Mohawk et toute entreprise n'est pas au cas. Il n'empêche que dans l'histoire, nous avons eu des attentes différentes. Et je suis très frappé de voir comment évolue le monde syndical. Et le monde syndical évolue, à mon sens, d'une façon très intéressante. Pas tous les syndicats, mais à l'échelle du monde, les syndicats. Le monde syndical, je pense à la CFDT chez nous, j'ai eu à faire une table ronde, voici maintenant 6 ans, 7 ans, avec M. Laberge, et je me souviens que on s'était beaucoup accroché, et si vous me permettez l'image, il a mis depuis de l'eau dans son vin. Il a changé. Et moi aussi, c'est-à-dire que j'avais sans doute une perception à minima de l'importance de la vie syndicale, et lui a eu une perception plus importante de ce que c'est que les contraintes de la mondialisation économique. Et avec des évolutions qui sont comme ça, qui sont assez convergentes. Et grosso modo, les syndicats du monde
presque tous, évoluent de la façon suivante, et donc font tomber les barricades. Ils évoluent de la façon suivante. Le modèle qui a créé les syndicats, c'est le modèle suivant. Il y a le patron d'entreprise qui est chargé de faire de l'économique. Et on demande à un patron d'être efficace et de faire de l'économique. Puis à la sortie de l'entreprise, il y a le syndicat qui va extorquer du social. Eh, patron, donne-nous la 4e semaine de congé payé, la 5e, augmente notre argent, augmente notre argent, donne-nous des sous. Et puis c'est bien son rôle. Avec la mondialisation, avec l'avènement du client roi, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il apparaît que le social est en train d'exploser en deux parties. Il y a toujours le social aval à la sortie d'entreprise, c'est-à-dire le partage de la performance, et là le syndicat est là pour faire de la contestation et pour demander qu'on nous donne plus de sous. Mais le social, il devient aussi le social amont, en amont de la performance économique. Il y a le social amont qui est quel projet d'entreprise, quel système de diffusion du pouvoir, quelle formation, quel système de responsabilisation, quel système de délégation. Et tout ceci, c'est bien du social puisque ça concerne les femmes et les hommes de l'entreprise. Et des syndicats comme la CFDT disent on ne veut pas mourir idiot. On sait très bien que c'est ce social amont qui va permettre qu'il y ait de la performance, qui permettra qu'il y ait de la qualité totale, qui permettra qu'il y ait des produits vendus et donc qu'il y ait de l'argent. C'est ce social amont qui permettra qu'il y ait de l'économique et donc du social aval. Et nous, syndicats, on veut être sur le partage du social aval et donc de la performance, mais on veut aussi être partie prenante dans la discussion sur le social amont, car il y a trop de chefs d'entreprise qui n'y pensent pas. Et s'ils n'y pensent pas, notre entreprise mourra. Et c'est là une façon d'évoluer dans le syndicalisme qui me semble tout à fait passionnante. Il ne leur revient pas d'être d'accord avec le monde patronal, parce que sans ça, où est leur originalité? Où est leur capacité de contre-pouvoir? Mais il leur revient de comprendre que la performance économique, ça passe par le développement des hommes, et que chaque fois que des patrons transforment les modes d'organisation pour que les femmes et les hommes aient plus de pouvoir, aient plus de responsabilité, il ne leur revient pas de leur taper dessus. Alors voilà une façon de faire tomber, les barricades. Je vais peut-être commencer par là, si vous voulez bien. Je crois que une grande entreprise, un donneur d'ordre, est obligé, pour rester dans la compétition, est obligé d'avoir des fournisseurs qui soient des fournisseurs toujours meilleurs. Et des fournisseurs toujours meilleurs, et il faut aussi que l'entreprise, donneur d'ordre, puisse diminuer considérablement les contrôles à l'entrée, diminuer les stocks à l'entrée. Et il n'y parviendra que si ces fournisseurs s'obligent, se contraignent à mettre en place des processus d'assurance qualité. Et au début, tout ceci est perçu par le fournisseur, le sous-traitant, comme étant parfaitement odieux, fatigant, difficile, contrainte nouvelle. Mais je peux, en tant que témoin, pas de l'entreprise mondiale, mais de beaucoup d'entreprises de beaucoup de pays, je peux assurer que les fournisseurs, après avoir grogné, après avoir traîné les pattes, après avoir trouvé que c'était très déplaisant d'avoir à mettre en place une assurance qualité, ils s'en trouvent bien mieux. Parce que c'était pour eux l'occasion d'analyser leur processus, d'en éradiquer les risques d'erreur et de faire beaucoup plus tout bien du premier coup. Donc c'est pénible, c'est difficile, mais tout le monde y trouve son compte, l'entreprise, parce que l'entreprise donneuse d'ordre, parce qu'elle pourra diminuer les contrôles à l'entrée et aussi parce qu'elle pourra diminuer ses stocks, et ensuite l'entreprise fournisseur qui s'est mise en assurance qualité parce que ça a été pour elle l'occasion de réorganiser et de repenser son organisation et donc d'être elle-même plus performante et donc d'avoir plus de chances de survivre. Par où commencer en période de récession? Je crois qu'il faut commencer, ce sont les trois endroits sur lesquels on peut commencer, c'est commencer par faire ressortir ce que je disais tout à l'heure, le coût de l'obtention de la qualité. Très vite, ça mobilise tout le monde, de faire ressentir le coût de l'obtention de la qualité. Il ne s'agit pas de faire un audit très précis, mais déjà à la louche, très très vite, on va voir que l'on dépense des fortunes, et ça mobilise beaucoup de gens.
Une autre façon pour démarrer aussi, c'est de démarrer dans un secteur. On va prendre un secteur dont on pense qu'il va réussir. Je crois que ce qu'il y a de clé, comme idée clé, quand on lance des opérations de qualité totale, quel que soit l'endroit où on commence, il faut commencer là où on va réussir. C'est la pédagogie du succès. Il faut commencer là où ça va réussir, et à partir de cela, eh bien, on va entraîner les autres à partir de success story. En ce qui concerne comment faut-il sensibiliser par des grandes campagnes de marketing, faut-il dramatiser? Je dirais c'est selon. Je n'en sais rien. Ça dépend de la culture de l'entreprise, ça dépend de l'urgence, des changements. Une entreprise qui se porte bien, mais qui dit je vois surgir des nouveaux compétiteurs dans le monde entier, il faudrait que je me porte mieux, il faudrait que je sois capable d'avoir une qualité meilleure encore que celle que j'ai. Elle peut s'offrir le luxe de prendre du temps, elle peut s'offrir le luxe de procéder d'une façon très douce, très soft. En revanche, dans le cas de la chirurgie française où on crevait, où on mourait, alors là, il a fallu dramatiser. C'était le cas que je vous signalais tout à l'heure avec cette grande tente dans laquelle tout le monde est passé et est venu voir que le produit était rejeté par tous les acheteurs. Donc ça dépend du moment, ça dépend de la culture. Alors la responsabilité du client, la responsabilité de mon teinturier, de moi par rapport à mon teinturier. Je suis responsable du choix de mon client, de mon fournisseur. Je suis responsable car je peux aller en face. Mais une fois que je l'ai choisi et qu'il m'a fait une proposition, je vous nettoierai votre veston pour le mercredi soir, il est responsable de tout. Et je n'ai pas à faire de suivi, car c'est la loi du marché, il est responsable de tout. Et si au moment où il vient me fournir mon produit-service, eh bien, il y a eu du prix sur la proposition, puisque je n'aurai mon veston que demain, c'est lui qui est en faute. C'est ça la loi du marché. On n'est pas obligé de vivre dans la loi du marché. On a tout à fait la possibilité d'aller vivre dans un autre type d'organisation. Mais la loi du marché, c'est lorsque le fournisseur, qui aujourd'hui est situé par rapport au client dans une relation de dépendance, puisque le client a l'embarras du choix, ce qui n'était pas le cas avant. Si le client se trouve dupé par le fournisseur, le client change. Le fournisseur est responsable de toute son offre. Moi, je suis simplement responsable de choisir mon fournisseur. Je suis d'accord pour le contrat, tu me rends mon veston mercredi pour un certain prix. Alors, au cœur de la vie, il n'y a pas d'entreprise. Au cœur de la vie, il y a des femmes et des hommes équilibrés qui vivent leur vie, et l'entreprise est un des moments de leur vie. Je fuirais comme la peste un pays qui serait réduit à la somme de ses entreprises. Il y a la vie familiale, il y a la vie culturelle, la vie spirituelle, la vie professionnelle qui a sa place. Et bien évidemment, il faut que l'entreprise soit capable d'avoir des femmes et des hommes qu'on ne va pas réduire à leur vie professionnelle. C'est l'intérêt de l'entreprise d'avoir des gens qui ne soient pas des polars. Parce que comme ça, on aura des gens qui sont bien dans leur godasse. Voyez-vous, Peter Drucker, n'ayez crainte, je finis, Peter Drucker est un grand ponte, un grand gourou du management. Il dit, de plus en plus, nous voyons dans le monde développé surgir une nouvelle catégorie de salariés qu'on appelle les knowledge workers, les travailleurs du savoir. Ce sont des personnes dont la spécialité est si fine, si pointue qu'ils ont l'embarras du choix pour se vendre. Ce sont des types ça peut être des logisticiens, ça peut être des qualiticiens, ça peut être certains types d'informaticiens, etc. Et ces types d'hommes et de femmes, alors qu'il y a du chômage partout, eux, ils sont en pénurie. Et ce type de femmes et d'hommes, dit Peter Drucker, on voit comment ils gèrent leur vie. Ils vont dans les entreprises dans lesquelles ils trouvent leur compte, dans lesquelles en permanence ils continuent à prendre quelque chose, parce qu'ils savent très bien que leur sécurité de carrière dépend moins de l'entreprise dans laquelle ils vont que de leur capacité en permanence à accroître leur bagage de savoir. Ils vont dans ces entreprises-là, il faut qu'on leur parle bien, il faut qu'on les gère bien, il faut qu'on les laisse respirer, qu'on les laisse vivre, qu'ils puissent avoir aussi leur vie familiale, leur vie culturelle, leur vie affective, leur vie. Et sans ça, ils s'en vont.
Et de plus en plus, les entreprises sont obligées d'en tenir compte. De même qu'avant, on n'était pas obligé de trop tenir compte du client, mais le client maintenant a l'embarras du choix, donc on est obligé d'écouter. Eh bien, les knowledge workers, comme on en a le plus grand besoin et qu'ils sont en pénurie, eh bien, on est obligé de les écouter et de fabriquer des modes d'organisation tels que, eh bien, on ne réduise pas des femmes et des hommes à leur vie professionnelle, parce qu'on a besoin de ces garçons et de ces filles, et qu'il ne reste que si c'est comme ça. Alors, les comportements, c'est vrai que pour changer, ça prend du temps. Je crois que je m'oblige à continuer à dire les comportements, pour les changer, ça prend du temps. Il n'y a pas différentes façons de faire. Quand on se met à travailler sur des femmes et sur des hommes pour que peu à peu, ils passent de la perception de l'entreprise de l'obéissance à l'entreprise de la responsabilité, ce qui suppose, que les chefs aient envie de déléguer, mais aussi que le délégataire ait envie de recevoir des délégations, parce que de part et d'autre, c'est des comportements à changer, il faut du temps. Et on ne triche pas avec le temps. On peut peut-être accélérer quelques prises de conscience, mais on ne change pas des personnes en 6 mois. Jamais. Donc, il faut l'accepter, et c'est pour ça qu'il faut commencer hier. Alors, cerveau gauche et cerveau droit, 2 questions là-dessus. Eh bien, je crois que pour développer le cerveau droit, eh bien, il y a plein de façons de faire pour rééquilibrer. Il y a à la fois des démarches comme les cercles de qualité qui font appel à beaucoup d'innovation. Il y a, voyez-vous, dans le cercle de qualité, il y a des valeurs froides, des valeurs chaudes, il y a du cerveau droit et du cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est Pareto, c'est le diagramme de cause à effet, c'est les histogrammes, c'est les fiches de pointage, les feuilles de pointage. Et puis, il y a le brainstorming, ça c'est du cerveau droit. Plus on utilise tout cela, et bien plus on rééquilibre l'un aux dépens de l'autre. Il ne faut jamais faire disparaître le cerveau gauche, parce que l'entreprise, c'est de la rigueur, c'est aussi du chiffre, c'est aussi des méthodes. Mais je crois que des démarches comme le cercle de qualité, c'est une façon pour, en permanence, redévelopper le cerveau droit. Il n'y a pas que cela, mais le temps m'est compté, j'évoque que celui-là. Et je terminerai par, à mon avis, humble. Ça serait quoi, pour le Québec, le zéro quelque chose, qui l'amènerait peut-être à valoriser encore plus tous ces talents qui sont considérables, et je le dis parce que je le pense. Je me demande, vous observant depuis beaucoup d'années, singulièrement depuis 5 ans, étant venu déjà 22 fois chez vous en 5 ans, vous ayant vu bouger, changer à toute allure, je me demande si vous croyez suffisamment en vous. Je me demande si vraiment vous croyez que vous pouvez être en tant qu'économie. Je ne parle pas en tant que pays, ce n'est pas mon affaire. En tant que pays. Une économie vive. Je ne sais pas si vous savez combien vous avez changé. Aussi bien dans l'entreprise que dans la fonction publique. Combien vos relations entre vous ont changé. Combien votre capacité d'innovation s'est développée dans les 5 dernières années. Combien vous êtes devenus, pour beaucoup, des modèles, dans plein de domaines. Je vais à travers le monde et je cite parmi les 4 grandes entreprises les plus innovatrices, 2 entreprises de chez vous. Je ne voudrais pas lesquelles. J'ai l'impression que peut-être qu'il faudrait que vous, au contraire, vous fassiez l'inverse. Peut-être zéro humilité. L'inverse. Que vous soyez très, très conscient, je vous en prie. Zéro complexe. Je cherchais le mot, c'est ça, zéro complexe. Je crois que vous avez besoin de cela parce que vous êtes un pays en plein changement, en pleine mutation, en plein devenir, que de partout on vient voir ce que vous faites et vous ne le savez pas, et vous ne le sentez pas, et vous ne le voyez pas. Alors c'est pas pour ça qu'il faut se prendre pour son cube, mais il ne faut pas non plus se prendre pour sa racine carrée. Alors si vous le voulez bien, c'est là-dessus que je conclurai. Je suis toujours incroyablement heureux de venir dans votre pays parce que il me donne ensuite, quand je pars et quand je parle dans le monde, une foule d'exemples sur l'accélération du changement. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que ça continue. Merci à vous.